Facebook dans la tourmente. Le réseau social a subi cette semaine une panne géante. Il est aussi dans le collimateur d'une lanceuse d'alerte. Mark Zuckerberg n'a pas dû très bien dormir ces derniers jours. On va essayer d'y voir clair dans ce nouveau numéro de Monde Numérique. Pendant ce temps-là, Windows 11 prend son envol. La nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft est disponible. Florent Greff de Microsoft France vous dira tout. On a essayé de simplifier finalement Windows parce que parfois ça va être un peu complexe. Et puis l'actu de la tech cette semaine, c'est aussi l'anniversaire de la disparition d'un gourou. Les 10 ans de la mort de Steve Jobs. On va en parler et je partagerai avec vous quelques souvenirs personnels. My name is Steve Jobs and I'm a CEO. La France peut-elle devenir numéro 1 de la tech en Europe, comme le souhaite Emmanuel Macron ? J'ai rencontré un observateur avisé qui forme des professionnels de l'informatique et qui a son avis sur la question, Emmanuel Carly d'Epitech. Et pendant très longtemps, je trouve que la culture informatique de la France, elle a été mauvaise. On vous a expliqué 1000 fois qu'il fallait être bon en maths pour faire l'informatique, c'est pas vrai. Et ben voilà, on verra ce qu'il faut comme qualité pour faire de l'informatique. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 17 du 9 octobre 2021. Et avant toute chose, quelques remerciements cette semaine encore. Merci à Laurent Roche, François SLN, Dave M et Olivier, mon voisin, qui est un auditeur fidèle. Et oui, merci à vous tous pour vos messages postés cette semaine sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Apple Podcast. Et ces messages, ça fait très plaisir. Et puis, merci à vous tous qui suivez Monde Numérique en dehors de la France. Car je le sais, je vois les chiffres, en Belgique, au Niger, au Cameroun, au Sénégal et en Algérie notamment. Donc, salut à tous. Grâce à vous, Monde Numérique est en train de devenir le podcast tech de référence. Alors, continuez, n'hésitez pas surtout à continuer à m'envoyer des messages, à noter aussi ce podcast sur les plateformes d'écoute, c'est vraiment sympa. Tiens, Monde Numérique est disponible évidemment sur toutes les plateformes Apple Podcast, Podcast Addict, etc. Et aussi sur une nouvelle appli française qui s'appelle Tumult, qui permet non seulement d'écouter, mais également de réagir en temps réel à la seconde. En fait, il y a une chatroom pour chaque épisode. Ça met de l'interactivité dans le podcast. Bon, il n'y a pas encore grand monde, mais si vous aimez découvrir de nouveaux services, pourquoi pas télécharger cette application Tumult, sans E à la fin. C'est parti pour notre voyage hebdo dans le monde numérique. Ah, il a dû avoir des nuits assez agitées, Mark Zuckerberg, cette semaine. Et oui, quelle semaine pour Facebook. Ça a commencé lundi soir, enfin lundi dans la journée en Californie. Facebook, mais aussi Instagram, WhatsApp, Messenger, bref, toute la galaxie du groupe Facebook, tout cela a disparu d'Internet. Ça a duré environ 6 heures, une méga panne, sans doute la plus grosse panne de l'histoire du réseau social. En fait, si vous tapiez facebook.com, eh bien, vous aviez une réponse comme si le site n'existait pas. Ce qui s'est passé, c'est que, ça a bugué au niveau de ce qu'on appelle le routage des adresses Internet, un protocole qui s'appelle BGP, Border Gateway Protocol, et qui est une sorte de boussole, de GPS d'Internet qui permet de trouver les adresses des sites. Et puis là, il y avait une déconnexion. En fait, Facebook avait été rayé de ce truc-là. Ce n'est pas un piratage, il n'y a pas eu de fuite de données, donc pas d'inquiétude. Comme souvent, en fait, pour ce genre de problème, il s'agit au départ d'une erreur humaine. C'est une opération de maintenance qui a mal tourné. Et le plus fou, c'est que cela a affecté les systèmes de communication interne de Facebook. Du coup, les techniciens ont eu le plus grand mal à communiquer entre eux et à remettre le système en route à distance. Ils ont dû se rendre physiquement dans des data centers en Californie pour réparer. Un truc complètement surréaliste. Dans un communiqué en fin de semaine, Zuckerberg a dit que c'était vraiment l'une des plus grosses pannes de l'histoire du groupe. Économiquement, évidemment, ce n'est pas transparent. Ça représente des millions de dollars de pertes en recettes publicitaires pour le groupe Facebook, mais également des pertes pour les entreprises qui font du commerce sur Facebook, sur Instagram, toutes les opérations commerciales en cours qui n'ont pas pu avoir lieu pendant ce laps de temps, qui était long, encore une fois, 6 heures. L'action Facebook a perdu 6% en bourse. Et puis, tout simplement, ça a perturbé les communications, les interactions sociales de centaines de millions de personnes à travers le monde. Facebook, c'est quand même près de 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois, 40 millions en France. Il y a des pays où WhatsApp, par exemple, c'est le mode de communication principal. Par exemple, le Liban, Kenya, la Malaisie, la Colombie, etc. Tout ça a été perturbé.
On se rend pas forcément compte quand on est en Europe avec tous les modes de communication qu'on veut, mais dans certaines zones, c'est vraiment là-dessus que reposent les interactions entre les gens. Et ça montre, encore une fois, à quel point nous sommes dépendants de ces outils, dépendants de ces plateformes à très grande échelle. Certains aux États-Unis n'ont pas manqué de déplorer, publiquement notamment, le fait que tout soit concentré entre les mains d'un seul groupe, et du coup, si ça tombe, tout tombe en même temps. Alors, première tuile, donc, cette panne pour Mark Zuckerberg, mais c'était pas tout, évidemment, puisque cette affaire est tombée au pire moment pour Facebook. Le même jour éclatait ce que l'on peut aujourd'hui appeler l'affaire Frances Haugen. Frances Haugen, c'est une ancienne employée du réseau social qui accuse aujourd'hui la direction de Facebook de faire passer ses intérêts économiques avant les intérêts de ses utilisateurs. Elle l'a dit publiquement lundi soir à la télévision américaine dans l'émission 60 Minutes sur CBS. Ce que j'ai vu chez Facebook encore et encore, c'est qu'il y avait des conflits d'intérêts entre ce qui était bon pour le public et ce qui était bon pour Facebook. Et Facebook, encore et encore, a choisi à chaque fois ses propres intérêts pour gagner plus d'argent. Alors qui est donc cette Frances Haugen ? Je vous l'ai dit, c'est une employée qui a quitté en mai dernier l'entreprise en emportant un paquet de documents qui ont fuité dans la presse américaine. On appelait ça les Facebook Files. Elle se présente donc aujourd'hui comme une lanceuse d'alerte. Et en gros, elle reproche à la direction de Facebook de laisser filer les fake news, les propos haineux, etc. Parce que ça fait ce qu'on appelle de l'engagement, c'est-à-dire que les gens interagissent, réagissent, du coup passent plus de temps sur la plateforme. C'est bon pour l'audience et donc c'est bon pour les affaires. Autre problème, Facebook serait également coupable de nuire à la santé mentale des jeunes filles via Instagram. Et ça, c'est le résultat d'une étude qui a été menée en interne et qui montrerait que les images stéréotypées de corps parfaits qui circulent en masse sur Instagram, ce serait très mauvais pour des millions d'adolescentes qui perdraient confiance en elles. Voilà, donc un vrai problème psychologique qui aurait été un peu mis sous le tapis par la direction de Facebook. En fait, on a découvert ça un peu sur le tard. Alors voilà pour les accusations. Mark Zuckerberg a réagi, d'abord en interne, puis dans un communiqué public en fin de semaine, pour déclarer et pour nier en bloc, en fait, en expliquant que c'était faux, et pour rappeler tous les efforts qui sont faits en matière de modération des contenus, etc., etc. Bref, cette affaire est quand même assez grave pour le réseau social. C'est quasiment en train de devenir aussi gros que le scandale Cambridge Analytica. Rappelez-vous, cette fuite de données qui avait permis des manipulations de l'opinion pendant les élections américaines en 2016. Alors tout ça, ça fait débat aux États-Unis, mais également en France, en Europe, et on parle à nouveau de régulation. Il faudrait plus de régulation pour Facebook. C'est un peu une tarte à la crème qui revient régulièrement. Facebook qui est accusé aujourd'hui d'avoir les mêmes pratiques que l'industrie du tabac, c'est-à-dire de susciter l'addiction dès le plus jeune âge. Mais c'est quand même assez compliqué cette histoire, parce que tout ce qui a été révélé par Frances Haugen, on le savait déjà un peu, l'indignation, ça paye plus, entre guillemets, malheureusement que les bons sentiments, mais du coup c'est un reproche qu'on pourrait peut-être aussi faire à certains médias, qui, à leur échelle, font la même chose que Facebook en favorisant finalement les points de vue extrêmes et la polarisation. Et ça d'ailleurs c'est un axe de défense du réseau social, mais c'est quelque part une réalité. Le problème c'est que Facebook a un impact mondial, notamment dans des pays émergents où cette radicalisation peut carrément faire des ravages en élevant et en montant des communautés les unes contre les autres. Alors forcément, c'est pas simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement en interne chez Facebook ? On ne sait pas exactement. On sait bien que malgré tout, Facebook investit pour lutter contre la haine, la désinformation. Ils font quand même des choses. D'ailleurs, leur argument, c'est de dire que s'ils ne faisaient rien, en fait, ils courraient à leur perte parce que un réseau social où il y a que de la haine, les annonceurs ne viendront plus, ils voudront pas être associés à ça, et donc ce serait pas bon pour le commerce. Mais Frances Haugen, elle dit le contraire. Pourquoi ? Parce que visiblement, il y a des arbitrages qui ont dû être faits en interne entre les impératifs, justement pour modérer ce type de contenu, et puis les impératifs commerciaux. Et on sait bien qu'il y a deux types d'équipes de professionnels qui travaillent dans deux directions différentes finalement. Et c'est peut-être ça aujourd'hui la véritable complexité intrinsèque à résoudre au sein de Facebook. Et c'est sans doute très difficile pour les dirigeants Zuckerberg et Sheryl Sandberg de trouver la voie médiane idéale.
C'est pas pour les dédouaner, bien évidemment, mais la réalité, c'est que Facebook, c'est vraiment un nouveau monde, un nouvel outil, un nouveau système d'interaction sociale qui n'existait pas avant. Et forcément, il y a plein d'erreurs qui sont commises, on navigue un peu à vue. Reste à savoir quelle est la part de conscience de Mark Zuckerberg et de la numéro 2, Sheryl Sandberg. Est-ce qu'ils font ça sciemment, avec cynisme, ou bien ils sont vraiment confrontés à une difficulté qu'ils n'arrivent pas à appréhender parce que la machine leur a échappé en quelque sorte. Alors sur la fameuse régulation, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il y a des choses qui se préparent. En Europe, ce texte, le Digital Services Act, qui devrait imposer certaines restrictions aux réseaux sociaux, y compris américains. Aux États-Unis, c'est aussi un thème qui monte de plus en plus, mais pour l'instant, il n'y a rien encore de très très concret. Facebook a une sorte de double langage, parce que d'un côté, ils disent oui, régulez-nous, fixez les règles, et puis nous, comme ça, eh bien, on pourra les respecter, et on ne sera pas mis en porte-à-faux, par exemple, par rapport à nos actionnaires ou nos clients. Mais d'un autre côté, on sait qu'ils n'ont pas envie d'avoir des règles trop strictes qui limiteraient trop leur activité, notamment sur l'exploitation des données, etc., etc. Donc c'est vraiment une situation hyper complexe. Zuckerberg et Sandberg sont-ils aujourd'hui à la tête d'un monstre qu'ils n'arrivent plus à contrôler? C'est vraiment ça la question. Et il sera intéressant de voir bien ce que va dire Mark Zuckerberg. Est-ce qu'il en parlera? Très certainement bientôt, puisque le 28 octobre doit se tenir la conférence Facebook Connect, où normalement la firme doit présenter ses nouveautés, sa vision, ses projets, etc. Et évidemment, on attendra très certainement le patron de Facebook au tournant à ce moment-là pour essayer de savoir un peu ce qu'il a dans le ventre. Voilà pour ce long dégagement sur Facebook, mais c'est vrai que c'est tellement un problème de notre époque, un vrai problème de société aujourd'hui, que je voulais vous en parler, à la fois les faits et puis une petite analyse personnelle. Mais voilà, on va s'arrêter là, on va passer à autre chose. Autre chose du côté d'un autre réseau social, en tout cas une autre plateforme, où ça a beaucoup bugué également cette semaine, et il s'agit de la plateforme Twitch. Alors Twitch, vous savez, c'est cette plateforme de streaming vidéo qui appartient à Amazon, qui est très orientée jeux vidéo, avec des milliers de streamers qui diffusent leurs parties en direct, et qui touchent de l'argent pour ça, de la part des internautes. Eh bien, cette semaine, énorme fuite de données en provenance de Twitch. 125 gigas de data ont été découvertes sur un forum, avec des tas de choses dedans, le code source de la plateforme, donc vraiment l'architecture même de Twitch, et puis également des traces de projets pourtant confidentiels, ainsi que la liste des revenus des 10 000 plus gros streamers. D'ailleurs, ça fait un peu désordre. Certains ont dû se justifier, expliquer que oui, ils gagnaient beaucoup d'argent, mais que bon, voilà, il a fallu qu'ils expliquent qu'un chiffre d'affaires et des revenus, c'est pas forcément la même chose. En ce qui concerne les mots de passe, on ne sait pas si les mots de passe de Twitch ont fuité, mais dans le doute, si vous êtes abonné, bien, il vaut mieux en changer. Il n'y aurait rien de grave du côté des cartes bancaires, en revanche. Alors, qui a fait le coup? On ne sait pas, à l'heure où, en tout cas, j'enregistre cette émission, mais celui qui a revendiqué la fuite se présente comme, on va dire, un pseudo-justicier, comme on en trouve beaucoup dans certains milieux geeks. Il dit qu'il veut secouer les choses parce que Twitch est, écrit-il, une fausse sceptique toxique et dégoûtante. Alors c'est vrai qu'il y a un problème sur Twitch, un problème de régulation et de modération des contenus. Il y a ça sur tous les réseaux sociaux, mais c'est particulièrement aigu sur Twitch, avec des affaires vraiment pas très ragoûtantes de harcèlement, de racisme, de sexisme. Et d'ailleurs récemment, des streamers se sont mis en grève pour protester contre l'absence de modération sur la plateforme. Voilà, on en est là. Le hacker dit qu'il aurait encore des choses sous le pied, donc peut-être des révélations à venir. Voilà donc les news en provenance du monde merveilleux des réseaux sociaux. Facebook et Twitch qui pleurent, mais il y en a un qui sourit, c'est Microsoft, avec tout un tas de nouveautés présentées cette semaine par le géant américain. Notamment des produits, des ordinateurs pour commencer, qui avaient été annoncés lors d'une keynote il y a quelques semaines. Les voici, ils arrivent. Je suis allé les voir de près pour les prendre en main un peu, voir à quoi ça ressemblait. Alors notamment le Surface Laptop Studio, qui est vraiment le produit flagship, le produit le plus étonnant. C'est un appareil hybride, moitié PC portable, moitié tablette, avec un écran qui peut se mettre dans des tas de positions plutôt insolites.
Quand on le touche, quand on le voit de près, eh bien, on est plutôt séduit parce que c'est un bel appareil. C'est une belle réalisation d'un point de vue technique, très élégant, très léger aussi, 1,6 kg à peine. Il y a un vrai clavier, c'est un vrai ordinateur. Et en même temps, c'est une tablette et qui fonctionne avec un stylet. Et ce stylet, il a une particularité. Il a ce que Microsoft appelle un effet papier, c'est-à-dire qu'il l'accroche très très légèrement sur l'écran pour donner une espèce de rugosité. Eh bien, je dois avouer, je suis désolé que j'ai pas franchement adoré cette fonction. Ça donne plutôt l'impression d'avoir un stylo bille cassé qui marche pas très bien, vous voyez ? Mais bon. Après, certains y trouveront peut-être leur compte. Microsoft présente cet outil comme un appareil pour les créatifs. Alors, on ne sait pas trop ce que ça englobe, c'est le mot à la mode un peu. On a plutôt l'impression que c'est surtout un produit pour faire parler de la marque et montrer aussi ce qu'il est techniquement possible de faire. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable qui sort de l'ordinaire et que vous hésitez entre un ordi et une tablette, c'est typiquement le type de produit qui peut vous intéresser. Alors, contrairement à un iPad qu'Apple essaye de positionner comme un appareil hybride, moitié tablette, moitié ordinateur, mais ce n'est pas le cas. Là, il s'agit vraiment d'un produit 2 en 1. Voilà, pour cet appareil, pour cet ordi hybride de Microsoft, donc le Surface Laptop Studio, qui ne sortira pas avant le début de l'année prochaine, et qui devrait coûter environ dans les 2 000 €. Autre produit un peu waouh, le fameux smartphone à double écran, le Surface Duo 2. Vous avez peut-être aperçu cet appareil qui s'ouvre comme un livre. À l'intérieur, non pas un écran souple, comme on a pu voir par exemple chez Samsung ou chez Huawei, mais véritablement 2 écrans séparés par une charnière. Vous pouvez lancer une application différente de chaque côté, ou bien une seule application sur les 2 écrans pour maximiser la surface d'affichage. C'est assez original. On ne sait pas si ça séduira vraiment les foules. Là encore, c'est peut-être surtout un produit de démonstration et pour occuper le terrain, pour montrer ce qu'il est possible de faire. C'est assez gros pour un smartphone malgré tout. Ça arrivera aux alentours de 1 500 à 1 700 €. Voilà pour les produits hardware de Microsoft. Mais l'autre événement de la semaine, évidemment, c'est la sortie de Windows 11. On en a beaucoup parlé dans la presse spécialisée ces dernières semaines. Impossible de passer à côté, il est disponible depuis le 5 octobre. Impossible car un nouveau Windows, c'est forcément un événement. Même si cette version 11, disons-le clairement, n'est pas franchement une révolution. Microsoft s'est contenté d'un relooking, y compris un relooking sonore. Et d'ailleurs, ça donne ça, tiens, écoutez. Voilà, c'est la nouvelle identité sonore de Windows. C'est ce que vous entendrez si vous l'installez sur votre ordinateur. Alors, faut-il l'installer précisément, ce Windows 11 ? Quoi de neuf, en fait ? Microsoft veut en faire un OS, un système d'exploitation accessible à tous. Ça, c'est le message marketing. On en parle avec Florent Greff, responsable de l'écosystème Windows chez Microsoft France. On arrive effectivement avec un Windows 11 qu'on veut être l'OS pour tout le monde. Vraiment l'intégralité des personnes, que ce soit des étudiants, des entrepreneurs ou à titre personnel pour regarder du divertissement ou faire des choses. C'est également un OS qu'on veut le plus sécurisé, puisque la sécurité est hyper importante, et aussi plus inclusif que jamais. On a aussi beaucoup de fonctionnalités sur l'accessibilité qui ont été renforcées. Ah oui, c'est-à-dire pour les personnes malvoyantes, malentendantes, on a des effets de lumière, on a des effets sonores qui permettent d'améliorer l'usage qu'on peut avoir du PC. Il y avait déjà pas mal de choses dans les versions. Il y avait déjà pas mal de choses, mais parfois le menu n'était pas forcément facile à accéder, ou les fonctions n'étaient pas faciles à trouver et activer. On a simplifié cela. Et du coup, ça m'amène pourquoi Windows 11 et quelles sont finalement les nouveautés de Windows 11. Alors nous, en tout cas moi, dans mon utilisation personnelle, j'en vois 3 piliers principaux. On pourra rajouter le 4e qui est le gaming après si vous voulez. Mais le premier, c'est déjà familier. On veut avoir une expérience familière par rapport à l'expérience qu'on a aujourd'hui de Windows 10. On sait que le choc avait été un petit peu brutal lors du passage de Windows 7 à Windows 8. Moi, à titre personnel, alors j'étais pas du tout sur Windows à cette époque-là, mais je trouvais intéressant d'avoir tenté quelque chose d'un peu radical. On est revenu un petit peu en arrière avec Windows 10, qui s'appuyait plutôt sur les fondations de Windows 7, et aujourd'hui on a un OS qui marche très bien, et on veut que les personnes qui passent sur Windows 11, qui choisiront de passer sur Windows 11, c'est très important, on force pas le choix, on force pas les gens à passer sur Windows 11. Oui, parce que Windows 10 remplit tout à fait son rôle, il est très apprécié aujourd'hui, il est très stable. Exactement, et on va le garder jusqu'à fin 2025, donc les gens qui souhaitent rester sur Windows 10 ont tout à fait le choix de rester sur Windows 10. On ne veut absolument pas les forcer à passer sur Windows 11, par contre les personnes qui veulent passer sur Windows 11 bénéficieront de toutes les nouveautés,
On a une interface, c'est le deuxième pilier où on a essayé de simplifier finalement Windows, parce que parfois ça va être un peu complexe. Donc on l'a simplifié dans son utilisation, à la fois dans le menu démarrer, sur les icônes, sur les documents qu'on peut récupérer directement. On l'a aussi mis un petit peu dans l'air du temps avec un design épuré. On a aussi revu les effets sonores. Donc ça, c'est un peu le deuxième pilier. Donc le premier, c'est un peu la familiarité avec Windows 10, en tout cas son univers Windows. Le deuxième pilier, c'est un peu plus la simplicité d'utilisation. Le troisième, qui est très important, c'est la personnalisation. Aujourd'hui, on permet à travers Windows de se personnaliser son expérience. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est là où on va pouvoir être l'OS finalement pour l'ensemble des personnes. Typiquement, on a la possibilité d'avoir plusieurs types de bureaux. Donc moi, mon PC aujourd'hui, qui est un PC professionnel, j'utilise en usage personnel également. Et du coup, j'ai un bureau personnel sur lequel j'ai épinglé des applications type Netflix, Spotify, plus de l'entertainment, du web et puis mon OneDrive personnel. J'ai un bureau qui, lui, pour le coup, a vraiment vocation professionnelle, puisque du coup, j'ai plutôt Excel, Word, PowerPoint, des accès SharePoint et mon OneDrive, mais pour le coup professionnel. Donc je peux passer de l'un à l'autre avec une interface très fluide. J'utilisais par exemple aussi l'ancrage avec les touches Windows gauche, Windows droite pour les mettre. Ce qui n'était pas forcément toujours évident, il fallait déjà connaître le raccourci. Puis après, quand on utilisait un multi-screen, quand on le détachait de sa docking station ou autre, on perdait un petit peu tout ce qu'on avait fait. Là, de manière native, en fait, vous pouvez choisir exactement l'ancrage que vous souhaitez pour chacune des l'ancrage des fenêtres. L'ancrage des fenêtres, exactement. Et si vous le dépluguez, la docking station ou autre, tout se remet exactement comme ça l'était. Alors, dépluguer la docking station, pour ceux qui ne parlent pas le Windows couramment, ça veut dire déconnecter la station d'accueil. Donc ça, c'est des choses qui sont en tout cas à l'usage. Une fois qu'on l'utilise, c'est un petit peu comme le tactile. Quand on a pris l'habitude, c'est difficile de revenir en arrière. Par exemple, et puis après on a toute cette partie connectivité, puisqu'on veut rester connecté avec les gens qui comptent pour soi. Donc ça peut être Teams, que ce soit en professionnel ou en personnel, ou même d'autres. Donc Teams, le logiciel de visio, est accessible très rapidement, de manière native. Il y a un bouton Teams. Exactement, directement intégré dans la barre des tâches, sur lequel on peut faire du chat. Et d'ailleurs, si la personne en face n'a pas Teams, elle peut le faire avec son téléphone portable en mode SMS. Ça risque pas. Alors c'est très bien pour l'utilisateur a priori, mais bon, alors Teams, il y a un accès facilité, je crois aussi à OneDrive, à Microsoft Office, bref, à tous les produits Windows. Vous ne risquez pas de vous retrouver à nouveau accusé d'abuser un peu d'une position dominante avec ce genre d'intégration poussée à l'extrême? Alors, il y a deux choses. La première, on développe nous des solutions d'une manière générale chez Microsoft pour accompagner le quotidien des gens, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Donc on propose des logiciels, effectivement. Maintenant, ce ne sont pas obligatoires. On peut très bien utiliser autre chose que OneDrive. On peut désactiver la fonction Teams. Mais disons que là, il y a une forte incitation à utiliser les outils Microsoft. Non, c'est plus l'intégration optimale de l'ensemble des solutions. Nous, on a un écosystème qui fonctionne très bien. Par contre, on se veut être ouvert et on ne force personne à utiliser les solutions Microsoft. Alors, on l'a pas dit, enfin, on l'a évoqué, l'aspect esthétique a beaucoup évolué, a un petit peu évolué. La fameuse barre des tâches se déplace, le bouton démarrer se retrouve au milieu. Ça va changer la vie des utilisateurs, ça? Alors, je comprends. La question, pour nous, c'est vraiment... Aujourd'hui, le PC est vraiment au centre de la vie des gens et en fait, il y a à la fois un côté esthétique et à la fois un côté réel. On veut que Windows soit au centre des expériences et à ce titre-là, on a le menu démarrer qui est aussi simplifié avec effectivement toutes les icônes qu'on peut épingler directement dans le menu démarrer. Oui, parce que c'était un peu devenu un arbre de Noël, le menu démarrer. On cliquait, ça partait dans tous les sens. Ouais, ça dépend effectivement des usages de chacun, mais en tout cas là, il a été revu, simplifié. Il a été simplifié. Et voilà. Et après, pour le coup, le menu démarrer, si vous souhaitez le remettre à gauche comme par le passé, vous pouvez tout à fait le faire aussi. C'est difficile, non, de faire évoluer un produit comme ça, qui est tellement dans la vie des gens, qui est, on a chacun ses petits réflexes, on veut que ça change pour que ça soit toujours mieux, et en même temps, on veut pas que ça change. Donc c'est super difficile, non? C'est justement l'équilibre entre la familiarité de ce qu'on aime et ce qu'on essaie utiliser et justement proposer des nouveautés qui vont dans le sens de ce que les gens recherchent aujourd'hui et particulièrement après les 2 années de Covid. On a des usages de connectivité avec des gens qui n'étaient pas le cas il y a 2, 3, 4, 5 ans. Alors évidemment, développer un nouveau Windows, ça ne s'est pas fait en 6 mois non plus, donc c'était des choses qui étaient déjà en train d'être travaillées. Donc c'est pour ça qu'on amène ce Windows 11 en tant que nouvelle expérience Windows, mais c'est là aussi où on laisse le choix à tout le monde de soit rester sur Windows 10, soit de passer sur Windows 11.
Il y a des PC qui ne peuvent pas passer sous Windows 11. À partir de quelle configuration, de quel type de machine on peut passer à Windows 11 ? Alors, sur la partie des PC, on remonte à 3-4 ans en arrière sur les configurations. D'accord. Donc, c'est 2017, un processeur, 2018. par exemple, Intel, c'est 8e génération, donc ça remonte un petit peu. 4 Go de RAM, 64 Go de disque dur, donc qui sont des configs qui sont finalement très faibles. Et pour vous donner une idée, sur l'ensemble des PC vendus en 2021, la quasi-totalité des PC peuvent être éligibles à Windows 11. Merci beaucoup, Florent Greff. Merci à vous. Merci pour ce Windows 11 qui est donc disponible depuis le 5 octobre. My name is Steve Jobs, and I'm a CEO. But there is one more thing. But we do have one more thing today. One more thing, encore une chose dans le monde numérique, encore une chose que je voudrais vous raconter à propos d'un anniversaire qui a été célébré cette semaine. C'était il y a 10 ans. Alors il y a 10 ans, en ce qui me concerne, vers 4h du matin, je reçois un coup de fil. C'est le rédacteur en chef de permanence à France Info, où je travaille alors, qui m'annonce « Steve Jobs est mort ». J'ai sauté de mon lit, je suis immédiatement parti à la radio pour préparer quelques papiers pour la matinale pour cet événement. Alors les papiers, ils étaient déjà plus ou moins écrits, évidemment, hein, c'est ce qu'on fait toujours pour les personnalités. On prépare à l'avance des bios, surtout quand on sait qu'ils risquent de décéder, mais à la dernière minute, on arrange un peu ces papiers, on les peaufine, etc. Bon, j'avoue que ce ne sont sans doute pas les meilleurs papiers de toute ma carrière, parce qu'en réalité, j'ai un peu, ce jour-là, sans doute manqué de distance journalistique. Tout simplement parce qu'en fait, j'étais super ému. J'étais hyper ému parce que je connaissais pas Steve Jobs personnellement, bien sûr, mais quand on est tombé dans l'informatique tout petit, dès les années 80, eh bien, des personnalités comme Steve Jobs, Bill Gates, ce sont des légendes vivantes. Ce sont eux qui ont inventé le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors moi, Steve Jobs, je l'avais vu sur scène pour une keynote, une de ces traditionnelles keynotes en France, ici à Paris, en 2002. On appelait ça à l'époque une Steve Note. C'était lors d'un salon qui n'existe plus, qui s'appelait Apple Expo. Et c'est la dernière fois que Steve Jobs a fait une keynote en France. Okay, great. Thank you for the very warm welcome. My name is Steve Jobs, and I'm a CEO. Et oui, accueilli par des tonnerres d'applaudissements. J'avais la chance d'être assis sur le côté, très près de la scène, ce jour-là, et c'était fascinant. So first today, I want to give you a brief update on some recent things we've introduced, and then I want to get into the heart of the presentation. Fascinant de voir ce type adulé, porté au nu comme une rockstar, qui adorait ça en plus, il en jouait à mort. Tout ça pour présenter ses produits. À l'époque, c'était juste une nouvelle version, je crois, du système macOS 10. Pourquoi la France ? Parce que il faut savoir que la France a toujours été un gros marché pour Apple. Steve Jobs adorait la France, il y venait souvent. Il allait même se promener parfois dans les magasins où étaient vendus les produits Apple, et notamment à la Fnac Odéon Boulevard Saint-Germain, un magasin qui est aujourd'hui fermé. Et moi, personnellement, ce que je retiens le plus de Steve Jobs, fondateur d'Apple, eh bien, et j'ai eu l'occasion de le dire cette semaine chez François Sorel dans Tech & Co sur BFM Business, puisqu'il a fait une émission spéciale consacrée à Steve Jobs. D'ailleurs, je vous invite à la regarder, elle est vraiment passionnante, avec des tas d'anciens responsables français qui ont côtoyé Jobs de très près. Et moi, ce que je retiens le plus personnellement de Steve Jobs, à propos duquel évidemment il y a des millions de choses à dire, mais surtout c'est cette passion absolue pour les produits eux-mêmes, pour la technique, pour la technologie et pour ceux qui fabriquent ces produits-là. Son obsession du bon produit et du beau produit, son obsession de la perfection et du travail bien fait. Et c'est étonnant parce qu'on dit qu'Apple est une boîte de marketing et de communication, ce qui est vrai, mais en fait pour Steve Jobs, ça n'a toujours été qu'un moyen pour faire connaître et aimer ses produits. C'était pas une fin en soi, juste pour vendre n'importe quoi. Et tous ceux qui ont rencontré Steve Jobs en témoignent d'ailleurs. Il pouvait passer des heures et des heures à discuter de l'iPod, du Mac, de l'iMac, pour essayer de savoir, de créer le meilleur appareil possible. Il lui est même arrivé de s'engueuler avec Bill Gates, non pas pour des histoires de business comme on pourrait le penser, mais pour des problèmes techniques, des choix technologiques sur lesquels il n'était pas d'accord.
Et on comprend, en fait, d'où vient ce goût de la perfection et du détail quand on lit la biographie de Steve Jobs, de Walter Isaacson. En fait, son père adoptif, puisque c'était un enfant adopté, son père était très bricoleur et amoureux lui aussi du travail bien fait. Et un jour, c'est raconté dans la bio, le papa de Steve bricolait le portail du jardin et il a appelé son fils pour lui montrer ce qu'il était en train de faire et puis surtout pour lui montrer même comme il était important de bien faire ces choses-là, y compris quand c'était des parties du portail qui ne se voyaient pas. Ça se voyait pas, mais il fallait que ce soit parfaitement bien fait. Et ça, c'est resté dans la tête de Steve Jobs, visiblement. Voilà, et c'était ça Steve Jobs. Après, c'est lui qui, dès le tout premier Macintosh, qui a essayé de faire un ordinateur sans ventilateur, parce qu'il fallait pas que ça fasse de bruit, il fallait que ce soit beau, qui forçait Steve Wozniak à faire des trucs techniques incroyables pour que l'intérieur soit aussi beau que l'extérieur, bien dessiné. Et Steve Jobs qui pouvait, on le sait, être très très dur avec les gens qui travaillaient avec lui et qui se battaient et qui mettait une pression de dingue pour gagner 15 secondes sur le temps de démarrage d'un ordinateur. Il était extraordinairement minutieux, perfectionniste et du coup jamais content et hyper exigeant. Mais c'est ça, véritablement, c'est l'une des choses principales, me semble-t-il, qu'il a laissé, en fait, à cette marque Apple. Voilà, Steve Jobs, décédé le 5 octobre 2011, il y a 10 ans. Bon, si on revenait un peu en France, pour parler d'innovation à la française, et pour prendre un peu de recul aussi, on aime bien prendre un peu de recul dans ce podcast et s'intéresser à ce qui fait sens dans la tech. Donc on va aller faire un tour aux sources de l'innovation technologique en quelque sorte, là où on forme des innovateurs de demain, c'est dans une école de professionnels du numérique. Parce qu'en fait, j'ai rencontré son directeur il y a quelques temps et je trouve qu'il a plein de choses à dire sur l'innovation en France. C'est Emmanuel Carly et je vous emmène dans le sud de Paris au sein de l'école Epitech qu'il dirige. On y va. Bonjour Emmanuel Carly. Bonjour. On est où là ? Là, on est sur le campus d'Epitech au Kremlin-Bicêtre. Ouais. C'est un campus qu'on partage avec l'école Epita qui doit faire un peu plus de 20 000 m². Epitech, Epita, c'est pas pareil. Epitech, Epita, c'est pas pareil. Epita, c'est une école d'ingénieurs qui est habilitée par la commission des titres d'ingénieurs, donc qui délivre des titres d'ingénieurs diplômés. Epitech, c'est une école d'expertise, donc qui est orientée sur les compétences. Epita, c'est une école qui délivre plutôt une formation académique, classe préparatoire, cours, partiel, projet. Là où Epitech, c'est une école qui délivre une formation par la méthode projet uniquement. On peut comparer ça à la fameuse école 42 ? L'école 42 s'inspire complètement de l'école d'Epitech, puisque la précédente direction d'Epitech est allée monter l'école 42. D'accord. Donc, c'est vrai que finalement, vous êtes à la source, en quelque sorte, de l'innovation aujourd'hui. C'est vous qui formez tous ces jeunes talents, toute cette matière grise qui ensuite va créer des innovations technologiques, travailler dans le numérique. Le plus souvent en France, parfois à l'étranger aussi. Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, ça a changé ? Est-ce que la direction que peut prendre une école comme la vôtre a été modifiée ? Qu'est-ce qui a évolué ces dernières années ? C'est une question hyper intéressante parce que, mine de rien, j'ai un peu d'expérience parce que j'étais à Epita. Moi, j'ai intégré Epita en 98. Et j'ai le souvenir des années 2000 où c'était les débuts d'Internet, c'était la folie furieuse. Les gens allaient se rencontrer sur la place de la Bourse quasiment pour lever des fonds de la main à la main. Les sites web avec quasiment rien se faisaient racheter. Ça a été le délire avant l'explosion. Et en fait, je trouve qu'on retrouve aujourd'hui à peu près la même folie au sens des buzzwords. Avant, c'était le web. Maintenant, ça va être la data, l'IA, le quantique. Et puis, en fait, on voit bien les cycles. On parlait beaucoup de data, on en parle un peu moins. On parle beaucoup d'IA, et puis on va en parler un peu moins, etc. Et au fond, l'école, en fait, elle n'a pas vraiment changé de philosophie parce que nous, à Epitech, notre position, c'est de dire la technologie avance tellement vite. Ça ne sert à rien de former un gamin à la nouveauté absolue. Nous, on veut lui donner des compétences pour qu'il puisse évoluer tout au long de sa carrière. Et pour ça,
on préfère lui apprendre l'anatomie de l'informatique, donc l'anatomie des ordinateurs, des langages fondamentaux, des concepts fondamentaux. C'est quoi la programmation impérative? C'est quoi la programmation orientée objet? C'est quoi la programmation fonctionnelle? Ensuite, d'apprendre le travail en équipe. Ensuite, de leur apprendre, à aller chercher des informations. Et aussi, surtout, de faire quelque chose qu'on ne fait pas trop, je trouve, dans les écoles d'informatique, c'est identifier la résolution de problèmes pour faire avancer la société. Ce qui fait que nous, depuis 2014, en fait, on a fait le choix d'insérer, à partir de la 3e année, un cycle de l'innovation qui est vraiment focus sur du tech for good. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup tech for good. Ouais. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on se disait, ça sert à rien de les bassiner avec le monde startup. Ça sert à rien de les bassiner avec l'ubérisation. Ça sert à rien de les bassiner avec la fin du travail, etc. Parce que ces trucs-là, la fin du travail n'arrivera pas. C'est pas vrai. Parce que le jour où les gens n'ont plus de travail, c'est la révolution. Par contre, nous, c'est notre responsabilité d'école de les mettre vers une informatique responsable et qui fasse avancer positivement les choses. Et donc, arrêtons de chercher à supprimer les emplois. Arrêtons de faire ça. Allons chercher plutôt les projets où on a vraiment besoin de nous. Donc, dans la santé, dans l'énergie, dans le transport. Et donc, on a mis en place ce cycle d'innovation. Première phase où on génère des idées, on fait venir des philosophes, on fait venir des experts, on parle d'énergie, on parle de tout ça. Et on demande à nos étudiants de trouver des solutions. Ils travaillent sur ce projet-là pendant 3 ans dans le cadre de leur projet de fin de scolarité. Ils font des protos, on va chercher des entreprises. Et au fond, ça, je pense que c'est encore plus important que la technologie. Parce que dans la mesure où on leur a appris à apprendre, et ben finalement, ils peuvent attaquer à peu près tous les sujets. Et c'est ce qui se passe, parce qu'on les retrouve partout. On les retrouve dans des grandes entreprises, dans des PME, dans des ETI, dans tous les secteurs, la santé, etc. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des entreprises de technologie et maintenant, il y a de la technologie dans toutes les entreprises. La technologie, elle s'est démocratisée. La technologie, aujourd'hui, si vous voulez déployer des solutions sur des serveurs qui sont en Asie, vous n'avez plus de problème. Donc, on n'a vraiment pas de limite, on n'a pas de frontières. Après, les gens font leur choix. Je peux vous prendre l'exemple d'un ancien qui s'appelle Pierre Hanou, qui a une start-up qui s'appelle Flat. Ils n'ont pas de locaux. Et il me disait, il y a un mois, qu'ils sont entre le Japon et puis vous faites le tour du monde jusqu'à la côte pacifique américaine. Alors, vous décrivez un monde très globalisé, très mondialisé. Oui. Mais c'est un petit peu, on a l'impression que c'est un peu passé de mode, ou en tout cas, aujourd'hui, ça se heurte à une autre problématique, ce monde globalisé. C'est encore un buzzword, c'est encore un mot à la mode, la fameuse souveraineté numérique. Ouais. Grosse préoccupation, la souveraineté numérique. Hein. Ouais. Bon, qu'est-ce que... Ils ont raison. C'est vrai, pour vous, il y a un risque de perte de souveraineté ? Vos données sont partout, vos données... je pense que là où on gère pas bien le sujet sur la souveraineté, j'avais d'ailleurs fait la remarque à Axel Lemaire il y a quelques années sur le cloud souverain. Secrétaire d'État au numérique. Exactement. Et j'avais dit le cloud souverain, en fait, vous abordez la souveraineté sous l'angle de la technologie. Or, ce qui est important, c'est de faire en sorte que la donnée, les utilisateurs utilisent vos solutions. Personne ne va se dire je vais désinstaller Google pour aller sur le cloud souverain. C'est le service qui est important. Donc il faut d'abord penser service et ensuite penser infrastructure. On n'a pas fait ça comme ça. Alors là, on recommence avec un nouveau système, mais on ne pense toujours pas produit, on ne pense toujours pas service. Et en fait, tant qu'on ne fera pas ça, on aura un problème de souveraineté. Mais ça veut dire quoi, penser service ? Ça veut dire que les gens, dans leur quotidien, ils utilisent leurs solutions pour vivre. Oui. Mais donc, il faut sponsoriser des boîtes qui font du mail, il faut sponsoriser des boîtes qui font de la navigation, il faut sponsoriser ces gens-là. Ensuite, il faut les inciter à avoir des infrastructures en France. Et petit à petit, on va découdre le système. Mais on fera jamais un concurrent de Google ? Je pense que ça va être compliqué. Mais on est entre le marteau et l'enclume, quoi. Oui, soit on va avoir du sous numérique, soit on va avoir du numérique qui vient d'ailleurs et on sera des colonies numériques, quoi. Mais c'est parce qu'aussi on a... Moi, j'ai le souvenir de... Quand j'ai intégré EPITA en 98, je sortais des sciences physiques et on me demandait ce que j'allais faire dans l'informatique. Et pendant très longtemps, je trouve que la culture informatique de la France, elle a été mauvaise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Pourquoi ? Parce que l'informatique a été une sous-matière. Pendant longtemps, on vous a expliqué 1000 fois qu'il fallait être bon en maths pour faire l'informatique. C'est pas vrai. Pour quelqu'un qui est hyper brillant, qui développe des algos de machine learning, etc., vous en avez 10 000 ou 100 000 qui mettent en application, en fait.
Donc il faut faire la part des choses. Je suis tombé sur une étude, je crois, du MIT la semaine dernière qui disait qu'en fait, il y a plus de liens entre les capacités linguistiques d'une personne et la réussite en informatique que les capacités en maths. C'est intéressant ça. Et donc du coup, j'ai demandé à mes équipes de regarder si on pouvait faire le lien sur Epitech entre ceux qui ont plutôt un bon niveau en langue et un bon niveau de réussite. Donc en fait, on a aussi construit tout un tas de systèmes autour de la culture scientifique. Oui, l'informatique, il y a une part qui est une part scientifique, mais il y a aussi une part qui est une part appliquée. Si vous regardez la France, c'est un super pays d'infrastructure. J'ai plus de 10 campus en France, je me déplace tout le temps. Je pars le matin, 2 heures après, je suis à Lyon, à Rennes, à Lille, etc. Je peux travailler dans le train et il y a plein de pays qui ne sont pas comme ça. Donc, en termes d'infrastructure, on est hyper fort. En termes de services, on n'est pas très fort. Et en termes de produits, il faut garder en tête qu'on avait Alcatel, on avait toutes ces boîtes-là avant. Elles sont où aujourd'hui ? Pourquoi on est tous en train de se poser la question d'Apple, de tous ces téléphones-là ? Pourquoi ? Et le service, il est où ? Les Américains, quand ils ont construit Google, ils sont partis avec un objectif, mettre de l'ordre dans toutes les informations qu'il y avait sur Internet. Et petit à petit, ils ont construit de ça, de rien, un empire. Et ils ont une vision globale. Je vous prends un autre exemple. La fusée Ariane et SpaceX. Quand Elon Musk dit qu'il fera revenir ses fusées, retrouvez les articles qu'Ariane Space a sortis en disant que c'était n'importe quoi ou tout le monde rigolait, etc. Résultat des courses, aujourd'hui, on licencie 600 personnes. D'accord ? Vous prenez la même chose avec Starlink. Internet par satellite. Voilà, Internet par satellite. Je veux dire, je discutais de ça avec un ami qui travaille chez Airbus. Il me dit, mais nous aussi, on a un système, d'accord, donc d'échange de données par laser. On en a combien de satellites ? 2, d'accord ? Il en a combien ? Donc à un moment donné 1600. Il faut y aller, il faut rêver, il faut arrêter de... Je trouve qu'on administre trop les choses. Et puis aussi, on parle beaucoup de la French Tech. Nous, on a soutenu dès le départ la French Tech. J'ai demandé à mes responsables à Epitech de soutenir la French Tech partout où elle se montait, parce que je pense que c'est important. Mais il faut soutenir des projets qui vont contribuer au développement de la souveraineté. Donc quand on fait des plans et qu'il y a des acteurs historiques qui ne récupèrent pas, quand par exemple on veut développer le cloud souverain et qu'OVH au début passe à côté de ça, pourquoi ? Vous voyez, donc il faut remettre les choses en ordre. Notamment pour des questions réglementaires, pour des appels d'offres, etc. Mais de ne pas privilégier les entreprises françaises, mais aussi peut-être parce que ils ont été considérés comme n'étant pas au niveau pour l'instant. Mais vous croyez que quand Google a commencé il y a 20 ans, ils étaient au niveau ? Ils ont été aidés par par l'armée américaine, bien sûr. Exactement. Notre ancien qui travaille chez Point One Navigation, la technologie, elle a été financée par la DARPA. Aujourd'hui, ils ont une boîte qui pèse des dizaines de millions de dollars. Ils sont en train de se déployer en Europe. On les aide à se déployer en France. Et c'est génial parce que moi, je suis plutôt pour je suis peut-être un peu libéral sur ces questions-là. Mais après, à nous d'être meilleurs dans la compétition. Et donc, moi, je serai à la place du gouvernement. Je financerai en priorité des projets qui visent à développer ma souveraineté. Alors, c'est ce qui apparemment va être fait, puisque... alors, la souveraineté, en tout cas, maintenant, on part vers l'industrie, l'innovation dans l'industrie technologique, donc l'hydrogène, les batteries, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est essentiel. C'est essentiel. Aujourd'hui, on a besoin de changer de monde. On est en train de faire un sondage avec Ipsos pour travailler sur comprendre pourquoi les filles ne vont pas vers le numérique. Je dis, il faut arrêter de demander et de poser cette question à quelqu'un qui a 45 ans. Alors, certes, j'ai 3 enfants, certes, j'ai 2 filles, mais moi, je veux savoir directement. Je veux qu'elles nous disent. Moi, j'ai une fille, je vais vous le dire, hein, mais elle est partie dans le numérique, mais c'est un peu fait violence. C'est parce que y a que des mecs. Oui. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est un élément. Moi, ma fille a fait les journées portes ouvertes d'Epitech. Finalement, elle fait médecine. J'ai pas réussi à lui faire passer, mais je veux que ce soit eux qui nous disent. Et donc en fait, il faut aller chercher les informations là où elles sont pour pouvoir décider et avancer de manière plus efficace. Il y a quelque temps, Emmanuel Macron a dit il faut que la France soit la première puissance tech en Europe. Est-ce qu'on va y arriver d'après vous ? Est-ce qu'on peut y arriver, Emmanuel Carli ? Alors, moi, je formulerai pas ça comme ça. Je dirais, il faut que les Européens
apporte une nouvelle force tech dans le monde. La France, c'est 66 millions d'habitants, c'est un PIB qui est plus petit que celui de la Californie. On se rêve toujours empire, on l'est plus, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais moi, je pense que la solution, elle est européenne. J'ai eu la chance de travailler chez Thales au tout début de carrière, aller discuter avec les gens qui ont déployé Galileo pour voir comment les Américains, à l'époque, nous savonnaient la planche. Le GPS européen. Voilà. Donc, voilà, c'est nos alliés, mais leur engagement est fort vis-à-vis de leur population. Et à l'extérieur du pays, c'est l'influence américaine qui est donc moi je pense que la France, oui, est une puissance tech importante parce qu'elle a des super écoles, des super innovations, un super écosystème, mais il faut qu'elle puisse travailler avec ses partenaires pour développer des acteurs mondiaux comme Airbus, comme, pour revenir sur votre question sur les batteries, sur l'hydrogène, c'est essentiel parce qu'en fait on voit bien que demain on va avoir un combo de sources de production. Alors il y a beaucoup de discussions sur le nucléaire, etc. Moi, je sais pas trop quoi en penser quand je vois les difficultés qu'on a à produire notre propre PR. Si à chaque fois qu'il faut produire un réacteur, on met 15 ans, plus que des Alors là, on part sur les idées de petits réacteurs, de mini-réacteurs. Oui, exactement. Ils font des réacteurs au sel de thorium ou je ne sais plus quoi en Chine. Mais je pense qu'il faut vraiment jouer la carte au niveau européen. Aujourd'hui, pour moi, la guerre des blocs, elle a commencé. Et le bloc, c'est la Chine, les États-Unis, et puis la France, elle peut pas se battre contre ça. On peut pas constamment mettre 60 millions de personnes face à 400 ou 1 milliard. C'est pas raisonnable en fait. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que aujourd'hui, quand les start-upers se développent, moi je leur dis mais partez aux États-Unis, allez sur un marché unifié. Oui, mais alors c'est pas très cohérent et logique par rapport à ce que vous défendez par ailleurs. Mais c'est parce qu'il faut justement faire ce travail d'unification une bonne fois pour toutes, pour que ce soit plus facile. Mais aujourd'hui, quand vous montez votre boîte et qu'il faut être pragmatique, que vous êtes dans une compétition absolument dingue, vous n'avez pas le temps de ça. Ça, c'est le temps des États. C'est pas le temps des entrepreneurs en fait. Ou sinon, il faut avoir vraiment les moyens. Merci Emmanuel Carli. Merci Jérôme. Directeur d'Epitech. Merci de votre accueil ici au siège d'Epitech. Voilà, c'est avec plaisir. À bientôt. Savez-vous qu'on fêtera un anniversaire la semaine prochaine, celui de l'assistant vocal Siri qui fêtera ses 10 ans. Il est sorti le 14 octobre 2011, en même temps que l'iPhone 4S, l'assistant Siri d'Apple, qui n'a pas atteint le niveau de développement de ses concurrents Google et Amazon. Siri est un peu en retard, technologiquement parlant, on peut le dire. Mais n'empêche, c'était une belle innovation à l'époque. Autre anniversaire, ce samedi, on fête les 22 ans du Nokia 7110. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce téléphone ? Eh bien, en fait, il s'agissait du premier appareil WAP. Le WAP, c'était un protocole qui permettait d'apporter Internet sur les téléphones mobiles. Mais c'était pas du tout l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de vidéo. Mais il y avait quand même un petit peu de data, des pages de texte. C'était entre le GSM classique et bien avant le smartphone, donc le premier téléphone WAP il y a 22 ans. Il y a plusieurs Nokia d'ailleurs qui fêtent des anniversaires ces jours-ci. Demain dimanche, les 25 ans du Nokia 8110 et mardi prochain, le mythique 3310. Vous savez, ce petit téléphone hyper compact qui est le chouchou de tous les gens qui n'aiment pas les smartphones, qui préfèrent avoir ce genre d'appareil dans la poche. Évidemment, il y a une autonomie d'1 semaine, donc ça change un peu des smartphones que l'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a eu tellement de succès à l'époque, il est tellement mythique, 126 millions d'exemplaires vendus, le 3310, qu'il a été réédité en 2017 par Nokia, qui en a fait une version un peu allégée, un peu modernisée, qui, elle, n'a pas connu un succès absolument phénoménal. Si ces anniversaires vous intéressent, vous amusent, vous pouvez en savoir plus et en découvrir bien d'autres sur le site tech-time.fr. Chaque semaine dans Monde Numérique, je vous fais un petit spot comme ça sur les anniversaires de la tech. Bon, on va se quitter
c'est la fin de ce 17e épisode de Monde Numérique. Les semaines passent les unes après les autres. Vous êtes toujours là et vous êtes de plus en plus nombreux. Alors je vous dis vraiment merci. Et je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, comme chaque samedi, à 8h précises. Mais bon, si vous arrivez plus tard, c'est pas grave, puisque le podcast reste en ligne définitivement. Nouvel épisode la semaine prochaine, donc tiens, on s'intéressera un petit peu à des innovations dans les médias et dans les médias numériques. Et puis, je vous prépare une vraie surprise pour dans 15 jours, mais je vous en dis pas plus. Je vous emmènerai loin d'ici, sur une terre très innovante, une terre de technologie. Portez-vous bien, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Je vous salue et je vous dis à samedi prochain.